qu'on traite par inhibiteur de protéase après un mois de diminution de charge virale par la bithérapie. Donc là encore sur ce graphe on voit les différences de réponse, hein, interféron, pégylé, ribavirin seul, et puis donc, en ajoutant le gocéprévir, et donc avec des durées de traitement qui varient un petit peu, donc on a des différences limites significatives. Donc la durée de traitement n'est pas encore complètement déterminée, la durée de traitement par inhibiteur de protéase. Alors, on voit que si on compare dans les résultats des essais thérapeutiques, y compris de phase 2, les taux de réduction de la charge virale pour les inhibiteurs de protéase, on voit que ce sont vraiment des médicaments puissants par rapport aux autres analogues nucléosidiques ou aux inhibiteurs nucléosidiques de la polymérase ou les inhibiteurs de la polymérase plus classiques. Donc, on a vraiment des molécules extrêmement puissantes. Néanmoins, en fait, ça ne suffit pas. Vous avez vu qu'on n'est pas à 100, on n'atteint pas des taux extrêmement importants de guérison. Et c'est lié au fait que la barrière génétique vis-à-vis de la résistance aux inhibiteurs de protéase est très faible pour le virus de l'hépatite C. Donc on retrouve le même type de graphe dans une étude initiale avec la réponse interféron à l'interféron pégylé seul, vous voyez, moins un log, et puis lorsqu'on ajoute soit le télaprévir seul, soit le télaprévir avec l'interféron pégylé sur une période de 15 jours. C'était des essais éditions. On voit quand même une différence nette. Ceci dit, là, donc on est sur 15 jours de traitement. Et on voit, en fait, si on se place à peu près à 10-15 jours de traitement, c'est le trait noir, et bien les couleurs, les barres, représentent le génotype des virus, mais le génotype là en termes de présence ou absence de mutation conférant la résistance aux inhibiteurs de protéase. Vous voyez qu'au départ, le patient avait un virus sensible, le génotype 1, et on voit que très vite, en pratique dès 4 jours, on voit en fait apparaître en fait, des virus résistants aux inhibiteurs de protéase. Et c'est pour ça qu'en fait il y a un taux d'échec thérapeutique qui reste non négligeable, et c'est la raison pour laquelle il faut ajouter interféron pégylé et ribavirin de manière à empêcher au maximum le virus de se multiplier. Alors on voit que ces mutations de résistance, elles ont un impact sur la capacité réplicative du virus. La capacité réplicative est représentée sur cet axe en ordonnée. Donc là, on a la capacité du virus de se multiplier chez le virus sauvage, et donc là, on a une perte de fitness et une augmentation de la fitness. Et on voit que ces mutations sont généralement associées à une diminution de la fitness. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que lorsqu'on a, par exemple, cette mutation-là, on a une diminution importante de la fitness, et le virus, en fait, aura sélectionné une deuxième mutation qui va restaurer un petit peu la capacité réplicative du virus. Donc tout cela va extrêmement vite. Et on voit que donc, dans un des premiers essais que je vous ai montré, c'est dans cette diapositive. Donc voilà, donc modélisé dans un éditorial récent également, hein, le fait qu'on puisse voir apparaître en fait, des virus résistants dès la première semaine de traitement. Et donc ça, c'est une barrière génétique extrêmement faible. Ça va même plus vite que ce qu'on peut voir dans le VIH. Alors, comment se sélectionnent en fait les résistances? On avait vu sur la carte d'identité du virus que au sein d'une même personne affectée, on avait ce qu'on appelle les quasi-espèces avec un degré de variabilité de l'ordre de 1 à 5% des divergences génétiques entre les virus, entre les génomes du virus infectant le même patient. Donc c'est une diversité qui existe et en fait qui est produite à chaque fois au cours de la réplication du virus. Pourquoi elle est produite? Parce qu'en fait, la polymérase fait un grand nombre d'erreurs. C'est un taux de mutation relativement élevé, donc c'est 10.3 à 10.5 par nucléotide d'erreurs d'incorporation. À la différence des polymérases cellulaires, il n'y a pas de correction des erreurs. Quand l'erreur est faite, elle n'est pas corrigée. Et par ailleurs, en fait, ça se produit à un taux important, ces mutations. Et par ailleurs, on a 2 milliards de virus environ qui sont produits chaque jour. Donc on a une production de quasi-espèces virales extrêmement importante. Et tout facteur qui va pouvoir sélectionner ces populations virales, notamment le traitement, eh bien, en fait, va permettre de faire émerger des populations virales résistantes, en tout cas de sensibilité diminuée au traitement, donc en l'occurrence aux inhibiteurs de protéase. Donc voici en fait, si on a une population sur l'échelle du temps, initialement à l'initiation du traitement, essentiellement composée de virus sauvages, on peut avoir quelques virus qui portent des mutations au niveau de la protéase qui confèrent une diminution de sensibilité, et bien en fait, si la diminution de la réplication n'est pas complète,
et bien en fait, on va pouvoir avoir une sélection de ces populations virales. Donc on a une émergence de virus résistants. Et donc plus en fait la pression de sélection est importante, plus en fait en fonction de la pression de sélection du traitement, de l'activité antivirale, on va avoir un taux de sélection de mutation variable. Si en fait le traitement a une pression de sélection très faible, on a un taux d'émergence de mutation, de sélection de mutation faible. Si on a une réplication qui est très contrôlée, donc un médicament extrêmement puissant, on a peu de probabilité d'avoir des résistances. Le pire, en fait, c'est d'avoir un virus qui continue à se répliquer, même à bas niveau, avec, sous la pression de sélection d'un traitement. Donc la protéase VHC, on l'a vu. Donc on a ce site actif composé des 3 acides aminés, donc un acide aspartique 80, un aminoacide 57 et une série d'aminoacides 139. Et ce qui a émergé en fait en termes de connaissances en regardant quelles mutations étaient sélectionnées sous traitement et qui conduisaient à un échec thérapeutique, environ 8 mutations en fait ont pu être définies. Donc au 36e aminoacide, 54e. En fait, on a essentiellement ces mutations-là, les 155, 156 et 168, qui sont extrêmement majoritaires et qui confèrent une résistance en fait croisée à tous les inhibiteurs de protéase de première génération. Alors donc ces données nous avaient conduit à mettre au point un test de séquençage du gène codant pour la protéase de manière à pouvoir évaluer l'absence ou la présence de mutations associées à la résistance aux inhibiteurs de protéase. Donc on a utilisé un outil qui s'appelle Zara, qui est développé dans le laboratoire et qui permet en fait de repérer en fait les régions, des régions assez variables, le plus variables possible, encadrées par des régions les plus conservées possibles. Vous voyez que sur cet exemple, ce n'était pas très simple, parce qu'en fait ça permet quand même de choisir, pour poser les amorces, une animation, ça permet quand même de choisir les régions les plus conservées pour poser les amorces, mais on est dans une région qui est quand même relativement variable, et donc ça n'a pas été forcément très simple, mais ça signifie qu'en revanche, on sera très discriminant, puisque la séquence est très variable dans cette région. Alors on l'avait évalué initialement, vous voyez que sur la base de notre séquençage de référence qui cible la polymérase, on avait une grande majorité des virus qui pouvaient être génotypés par les deux approches, par les deux stratégies, et on avait donc quand même des divergences. Et donc ces divergences se portaient, c'était plutôt les virus de génotype 4 qu'on n'arrivait pas à amplifier en ciblant la NS3, et c'était plutôt les virus de génotype 1 qu'on n'arrivait pas à amplifier en ciblant la polymérase. Et donc ça finalement, c'était pas plus mal, puisqu'en fait les génotypes 4 en fait, sont minoritaires dans notre corps, et on a essentiellement des génotypes. Alors dans un travail préliminaire, en fait, on avait pu en fait, mettre en évidence sur les 80 premières séquences de la protéase une mutation, une des mutations majeures de résistance aux inhibiteurs de protéase, qui est le remplacement d'une arginine par une lysine à l'aminoacide 155 de la protéase du virus de l'hépatite C. Et donc cette mutation, elle avait déjà été décrite bien sûr chez les patients en échec thérapeutique, et elle était retrouvée que chez les sous-types A du génotype 1, et pas chez les sous-types B. Et en fait, ça, c'est manifestement lié au fait que le background génétique est différent même au sein de deux sous-types d'un même génotype. Vous voyez que pour coder pour l'arginine à cet aminoacide, à cette position, 155, les 1A en fait ont plutôt AGG ou AGA, et les 1B ont CGG ou CGA. Et donc finalement, pour passer à une lysine, c'est plus facile pour les génotypes 1A, parce qu'il y a une seule substitution de nucléotide, une seule mutation nucléotidique, alors que pour avoir cette substitution d'acide aminé pour les 1B, il faut deux mutations nucléotidiques. Alors ça, en fait, c'est quelque chose qu'on connaissait, puisque les 4 ARN, donc on avait encadré pendant la thèse, donc on a mis en évidence chez le VIH type 2, qui sont des variants qui présentent également environ 50% de divergence génétique en aminoacides par rapport au VIH type 1, au niveau de la transcriptase inverse, que certains virus de patients non traités présentaient naturellement les aminoacides, en fait, conférant la résistance chez les VIH. Donc ça conférait une résistance naturelle des VIH2 à certaines molécules qui inhibaient la reverse transcriptase.
Et puis, donc, également sur la transcriptase, on a pu mettre en évidence en fait, une différence très importante des profils d'émergence de mutation entre les VIH type 1 et les VIH type 2 sous la pression de sélection des mêmes molécules. On avait essentiellement un groupe de 6 mutations qui sont celles-ci pour les VIH1 et pour les VIH2, on avait très vite apparition de cette mutation puissance 51e. En fait, alors que cette mutation chez les VIH1, elle n'apparaissait que très rarement chez des patients très longtemps exposés à des multiples combinaisons thérapeutiques. Et en fait, cette mutation était par ailleurs entourée d'un panel d'autres mutations qui étaient différents chez les VIH2 par rapport à ce qui était décrit chez les VIH. Alors, par ailleurs, le fait qu'on trouve des divergences entre les codons qui codent pour un même aminoacide, entre les 1A et 1B pour l'hépatite C, donc ça, ça rentre dans le cadre de biais d'usage du codon. En fait, on peut déterminer en fait, l'usage du codon très simplement en allant sur un site internet qui était tiré du Figlo. Et donc j'ai copié-collé les séquences de la protéase VHC et on voit que finalement entre les 1A et 1E, donc entre les séquences de référence 1A, entre les deux séquences de référence 1A, vous voyez, on a quand même des petites différences qui montrent qu'il y a une diversité génétique importante, même si globalement, donc là on a la barre de 1, donc on a en fait les mêmes codons qui vont coder pour un aminoacide donné, vous voyez, entre les barres bleues et les barres vertes. En revanche, lorsqu'on compare un 1A et un 1B, on peut avoir des différences extrêmement importantes, comme au niveau de l'arginine, où on voit que là, le 1B utilise essentiellement CGG pour coder pour l'arginine, alors que les 1A vont utiliser préférentiellement CGC. Alors, d'autres études ont été faites de manière à évaluer la prévalence des mutations associées à la résistance naturelle aux inhibiteurs de protéase et également, de façon conjointe, aux inhibiteurs de polymérase qui seront les prochains médicaments anti-VHC qui seront utilisés chez les patients. Et vous voyez que globalement, en fait, à peu près 8% des virus de patients naïfs en fait, présentent pour les génotypes 1A au moins une mutation de résistance naturelle aux inhibiteurs de protéase ou polymérase et 1,4% pour les génotypes 1. Donc il y avait d'autres cas décrits également de résistance R155K, donc celle qu'on avait décrite de façon naturelle chez un patient. Et donc si on regarde l'impact de cette mutation sur le plan clinique, donc ces patients qui présentaient naturellement cette mutation, qui étaient retrouvés à un taux très faible, ceci dit en termes de prévalence initialement, moins de 1% des patients l'apportaient, eh bien on voit que dans quasiment tous les cas, on a eu un échec thérapeutique pour ces 4 patients. Et en fait, on passait d'une diminution d'à peu près 4 logs de la charge virale à une diminution de l'ordre d'un log et demi. Donc on a un impact clair de ces mutations sur la résistance. Et par ailleurs, donc, notre équipe a récemment décrit en fait une mutation de résistance naturelle, donc également R155K. Et en fait, ils ont mis en évidence qu'elle perdurait un certain temps, mais qu'ensuite, c'est le virus sauvage qui réémergeait. Et donc, ils ont postulé en fait que le virus sauvage avait une fitness, une capacité réplicative supérieure à celle du virus porteur de la mutation R155K. Et donc, finalement, ces mutations n'étaient peut-être pas forcément un problème, puisque même si elles étaient présentes, elles tendraient à disparaître de façon naturelle. Mais nous, en fait, sur notre patient, on a pu le suivre. Donc là, on était à 2 ans de suivi, maintenant on est à 4 ans. Ce patient, il a été diagnostiqué très tardivement, au stade cirrhose, donc c'est un exemple pratique. Il a dû être transplanté 2 mois après. Et donc, il a été transplanté. Un mois après la transplantation, il a fait une récurrence de son hépatite C avec le même virus porteur également de la mutation. Il a été mis sous traitement par interféron PDE et ribavirine. Le traitement est efficace un temps, mais il y a eu un rebond virologique, y compris sous traitement. La charge virale est revenue au niveau antérieur environ 7 logs, donc 10 millions d'unités internationales par millilitre de sang. Et donc ce patient, à 4 ans, est toujours porteur de ce virus, porteur lui-même de la mutation de résistance. Vous voyez qu'en fait, ces virus ont quand même une capacité de réplication importante. Et donc ça pose la question de savoir si éventuellement, chez les patients, il va y en avoir énormément qui vont être mis sous traitement par l'inhibiteur de protéase. Est-ce qu'il faut en fait tester initialement le gène NS3, le séquencer de manière à pouvoir mettre en évidence une mutation de résistance naturelle et dire, vous savez, c'est probable que le patient ne va pas répondre au traitement. Donc ça, c'est
ça a été admis dans le VIH depuis longtemps.